Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas tourné de lecture et je pense que c'est pas qu'une impression vu comment mon rythme de lecture a ralenti et je suis au regret de vous annoncer que cette update va être un petit peu une catastrophe, voire des coups de gueule en fait, parce que certes j'ai abandonné des bouquins, bon ça c'est pas un scoop, ça arrive quand même très souvent sur ma chaîne, mais j'ai abandonné des livres d'autrices, parce que c'est que des femmes, que j'aime énormément, où j'ai lu les livres et que j'adore les livres, et là, avec aucune des trois, ça ne l'a fait, je sais pas pourquoi, vraiment. Bon, il y a quand même au milieu un livre d'une autrice que j'ai terminé ou que j'ai bien aimé, voilà, c'est quand même, tu vois. Mais on va commencer par un coup de gueule. Vraiment, je comprends pas ce bouquin, je sais pas ce qu'elle a voulu faire, ça n'a pas de sens pour moi. Donc c'est La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Susan Collins, le préquel, donc de Hunger Games. Je vais commencer par résumer le bouquin avant de m'énerver. Donc on est ici bien avant les événements de la trilogie Hunger Games. On est quelque chose comme 60 ans, 64 ans, il me semble, avant le tome 1, puisque dans le tome 1 de Hunger Games, on suit la 74e édition des Hunger Games et on te présente l'univers tel qu'il est à ce moment-là. Et ici, on est à la 10e édition des Hunger Games, pour faire une rapide remise dans le contexte si jamais. En gros, on est dans une dystopie, on est dans un univers où le monde est organisé en districts. Il y a en tout 12 districts, enfin il y a en tout 13 districts, et le Capitole, qui est donc la capitale en fait du royaume, enfin du royaume, ouais c'est pas vraiment un royaume mais de l'univers quoi, et qui gère un petit peu tout ça. En gros, quand tu vis dans les districts, bah, tu dois travailler et te débrouiller pour rapporter de l'argent au Capitole, et quand tu vis dans le Capitole, bah t'es un petit peu tranquille, pompé up, etc. C'est un petit peu cliché, dit comme ça, c'est pas tout à fait comme ça non plus, mais en gros c'est ça. Et il y a 10 ans ici, il y a eu une guerre entre le Capitole et les districts. Les districts se sont rebellés parce qu'ils en avaient marre. Donc il y a eu une guerre entre le Capitole et les districts, le Capitole a gagné. Et pour faire payer les districts et pour éviter que ce genre de guerre se reproduise, le Capitole a mis en place les Hunger Games. Les Hunger Games, qu'est-ce que c'est? En gros, on va chercher tous les ans, à la même période, 2 personnes de chaque district âgées entre 12 et 16 ans, il me semble que c'est ça la tranche d'âge. On les rassemble, donc toutes ces 24 jeunes adolescents, on les rassemble dans une arène pour qu'ils s'entretuent jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un qui pourra rentrer chez lui. Ça, c'est ce que le Capitole a mis en place. Dans la série, dans la trilogie Hunger Games, on suit donc ces Hunger Games-là, mais dans la trilogie, les Hunger Games sont bien organisés, tout est bien cadré, tout est bien cadré, tout est prévu, et tout est, même si tout est horrible quand même, tout est sous contrôle. Ici, on est à la 10e édition et c'est pas du tout bien organisé. C'est un carnage, c'est une boucherie, et c'est pour ça que j'ai abandonné ce bouquin. J'ai quand même été jusqu'à la page 257. Si vous m'entendez parler de bouquins régulièrement sur ma chaîne, vous savez que quand j'abandonne des bouquins, c'est en général largement avant la page 100. Et ça n'arrive quasiment jamais que j'aille aussi loin dans un livre avant de l'abandonner quand même. Si j'ai été aussi loin, c'est déjà parce que c'est Hunger Games, parce que c'est Susan Collins, et parce que je trouvais le point de départ assez cool et assez intelligent. Mais plus on avance, et moins ça va. Ici, on va suivre principalement le président Snow. Alors, ici, il n'est pas président. Quand on a lu la trilogie Hunger Games, il est président. Au moment de la 74e édition des Hunger Games, donc dans le tome 1, on a le président Snow. Ici, on va suivre un jeune adolescent qui s'appelle Cornelius, il me semble que c'est Coriolanus, pardon, Snow, donc qui a 18 ans, c'est marqué derrière, et qui est donc, il vit au Capitole, il a vécu la guerre, il a perdu ses parents pendant la guerre, et en fait c'est ce parallèle que je trouve intéressant, c'est-à-dire que quand on lit la trilogie Hunger Games, on a juste le point de vue de Katniss, qui est le personnage principal qu'on suit dans la trilogie, et qui nous dit ouais le Capitole ils sont méchants, franchement ils nous envoient nous introduire dans une arène, ça se fait pas et tout, et effectivement ça se fait pas, mais ici on a le point de vue du Capitole avec Coriolanus en particulier. Ce sont des gens qui ont vécu la guerre, ce sont des gens qui ont vécu la faim, la famine, qui sont pas si riches que ça, en tout cas au moment de la 10e édition des Hunger Games, même s'ils vivent au Capitole, alors que du point de vue de Katniss, c'est juste des gens riches qui se font chier, toi. Ici c'est pas le cas, voilà, il a vécu la guerre, il a vécu la faim, il a galéré, il a perdu beaucoup de sa fortune, du prestige de sa famille, et il doit se débrouiller avec sa cousine et sa grand-mère pour survivre en fait.
Et vraiment, tu sens qu'il a des souvenirs de la guerre, des attaques, des bombes, des morts, des maladies et de tout ce qui a pu se passer pendant cette guerre. Donc, ce côté Hunger Games pour faire payer les districts, dans sa tête, ça reste horrible hein, ce système-là, on est d'accord? Mais dans sa tête, c'est un peu justifié et en tant que lecteur et lectrice, tu peux comprendre ce point de vue-là du Capitole et c'est ce que j'ai trouvé hyper intéressant. Maintenant, le problème, c'est que les 10e Hunger Games ne sont pas du tout organisés. Je le répète, c'est un carnage, c'est une boucherie. Je parlerai du film après, j'ai pas vu le film, mais j'en parlerai quand même après. En fait, il n'y a rien qui est organisé, il n'y a rien qui est prévu, c'est un peu le bordel, c'est un peu le dawa. Et la conséquence directe que ça a, c'est qu'on traite les gens tirés au sort, donc qui s'appellent des tribus des districts, comme des bêtes, comme des animaux, mais vraiment comme des animaux. Je sais pas si c'est une volonté de l'autrice, mais ça rappelle quand même extrêmement fortement ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec les Juifs. On est sur ce niveau-là de barbarie. Vraiment, et en fait, c'est une surenchère permanente. Plus t'avances dans le bouquin, et moins ça va, plus c'est catastrophique. Et en fait, au bout d'un moment, lire de la boucherie pour lire de la boucherie, bah moi ça m'intéresse pas. Je me suis fait la réflexion à moi-même, je lis des thrillers parfois très difficiles, pour citer des grands auteurs de thrillers, notamment français, je lis du Cédric Cyr, j'ai lu du Maxime Chatham, avec des scènes particulièrement horribles, c'est vrai, mais là, ça me donne envie de vomir, littéralement. Vraiment. Et ce qui m'a fait arrêter le bouquin, c'est que, donc déjà, c'est très très long avant que les Hunger Games démarrent, réellement. Ils sont pas du tout organisés comme dans la 74e édition. Hein. Je le répète, vraiment, on est loin de ça. Donc c'est très très long. Et avant même que les Hunger Games commencent, on a déjà des morts, on a des jeux macabres, on a une exposition de la mort, des cadavres, enfin vraiment, c'est vraiment horrible. Et quand les jeux démarrent, on a cette phrase absolument terrifiante d'un des copains de Coriolanus qui donc regarde les jeux et qui au bout de, je sais pas, ça doit durer une demi-heure, une heure le début des jeux, tu vois, avant qu'il dise ça, il dit « Ah bah heureusement qu'il s'est passé ça, hein, parce que sinon on se ferait chier ». Et le ça en question, je vais pas vous le détailler, mais le ça en question, c'est une scène absolument horrible. Il n'y a même pas de mots assez forts en français pour décrire à quel point c'est ignoble, cette scène est dégueulasse, c'est immonde, et l'autre il dit « Heureusement que c'est arrivé, hein, parce que sinon on se ferait chier ». On parle de la vie des gens, on parle de la mort des gens. La mort est un spectacle, vraiment, ici. Dans les Hunger Games, peut-être que c'est le cas du point de vue du Capitole. Quand je dis les Hunger Games, je parle de la trilogie, du coup. Peut-être que si on a la trilogie Hunger Games du point de vue du Capitole, ça fera pareil. Mais dans la trilogie, on est du point de vue de Katniss, on est dans l'arène avec elle. Et donc on n'a pas ce côté voyeur, ce côté malsain du Capitole. Là, on est au Capitole, donc on a ça. Et vraiment, moi, ça me donne envie de vomir, en fait. Du coup, j'ai pas terminé le bouquin. Pour le film, je me pose encore la question, parce qu'en fait, le problème, c'est que on est sur un film young adulte, à destiné à un public young adulte, comme les 3 premiers qu'ils ont fait, les 4 premiers qu'ils ont fait. Et donc, en fait, ils ne peuvent pas, j'ai pas vu le film, hein, mais pour moi, ils ne peuvent pas mettre toutes les scènes qu'il y a en 200 pages, les scènes terrifiantes et d'exposition de cadavres, ils peuvent pas les mettre dans le film, parce que sinon, c'est pas un film young adulte, tu peux pas faire ça. Sinon, c'est un film minimum moins de 18 ans. Si vraiment il réalise les scènes telles que Suzanne Collins les a écrites, tu peux pas faire voir ce film-là à un gamin de 10 ans ou 12 ans. Ou même 14 ans. C'est pas possible, en fait. Donc, soit ils ont réalisé le film avec ces scènes-là, et dans ce cas-là, ça va me donner envie de vomir, je vois pas l'intérêt de le regarder. Soit ils ont retiré toutes ces scènes-là du film, du film, mais dans ce cas-là, bah, du coup, c'est pas l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je sais pas trop quoi faire avec ce film. Si vous l'avez vu, si vous avez lu le livre, je veux bien votre avis, franchement, parce que j'ai du mal à comprendre comment ils ont pu réaliser une adaptation young adulte de ce bouquin. Je comprends pas. Vraiment, c'est mon cerveau, il comprend pas. Mais ouais, vraiment, pour moi, c'est 250 pages de boucherie. Et vraiment cette réaction du personnage de putain on se fait chier si l'autre il se fait pas trucider en plein milieu de l'arène, ça me... vraiment ça... Je peux pas lire ça. Donc bah, j'ai arrêté de lire. Après cette boucherie de Hunger Games, j'avais besoin d'un truc un peu plus léger, un peu plus fun à lire. Du coup je me suis dit un petit tome 1 de romance d'une autrice que j'adore, ça va être parfait. Alors ça l'a été, mais peut-être un peu trop, bizarrement. Donc c'est Paradise de Simone Elkeles, le tome 1, comme je l'ai dit. J'adore Simone Elkeles, j'ai lu sa trilogie Irrésistible et j'ai lu d'autres livres d'elle. J'aime beaucoup.
Mais là, en fait, j'ai lu la moitié, à peu près. Je me suis arrêtée à la page 143. De nouveau, on est sur un bouquin où j'ai dépassé la page 100 avant de l'abandonner, ce qui est rare. Et il fait 320 pages. Ouais, j'étais pas tout à fait à la moitié, mais j'étais pas loin de la moitié quand même. Et en fait, bah ça n'avance pas. Et je ne vois pas... En fait, j'ai l'impression que ça va se solutionner comme ça. Que d'un coup, bim, en 2 pages, hop, ils seront ensemble. Du coup, vraiment, je comprends pas, j'ai l'impression qu'on piétine, et que d'un coup, l'autrice va se rendre compte que, ah mince, c'est la fin du bouquin, il faut qu'ils soient ensemble. Ou alors ils finiront ensemble dans le tome 2, mais d'après les résumés et les commentaires des gens, c'est pas le cas en fait. En gros, ici, on va suivre Maggie. Je vais commencer par elle, qui a eu un accident de voiture. Elle s'est fait renverser par une voiture il y a quelques années maintenant, et elle est en rééducation. Elle a perdu son statut au lycée également. C'était une sportive qui était populaire, etc. Mais du coup, avec son accident, sa rééducation, ses séjours à l'hôpital, etc., elle peut plus faire de sport. Et pour d'autres raisons que j'évoquerai après, elle s'est un peu éloignée de tous les amis qu'elle avait avant, ils l'ont un peu repoussée, mise de côté. Et voilà, elle essaye de se remettre de tout ça et d'avancer comme elle peut. Et de l'autre côté, on a Caleb. Caleb, au tout début, quand on le rencontre, il est en prison et il va sortir de prison. Il a été condamné à la prison parce qu'il a renversé Maggie et surtout parce qu'il a fait un délit de fuite. Voilà, et donc Caleb sort de prison et revient dans la ville dans laquelle il vivait et dans laquelle vit Maggie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Caleb et Maggie se connaissaient. Il sait qu'il l'a renversée elle et il s'est pas arrêté pour elle alors même qu'il la connaissait. Ils sont voisins et Maggie était la meilleure amie de la sœur de Caleb. Voilà. Et du coup, c'est aussi pour ça que Maggie a été mise de côté parce que les gens disent que c'est un peu de sa faute. Genre que c'est sa faute, tu sais. Bref. Voilà, et donc la romance, c'est censé être entre eux. Sauf que de là où j'en suis, c'est même pas qu'ils se détestent et qu'ils se hurlent dessus, c'est qu'ils s'évitent et qu'ils ne se parlent pas. Comment vous voulez construire une relation et une romance s'il n'y a aucun échange entre les deux personnages? On suit vraiment les deux personnages séparés, chacun dans leur coin, pourquoi en fait? Enfin, vraiment, je ne comprends pas. Pour moi, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop lent, et j'ai tout simplement pas eu... En fait, je vois pas comment ils peuvent finir ensemble, je vois pas comment ça peut bien se passer, et comment je peux trouver l'histoire cool, vu là où on en est à la moitié, quoi. C'est-à-dire nulle part, on en est nulle part entre les deux à la moitié, il s'est rien passé, ils se sont croisés une fois, lui il lui a parlé, elle lui a pas décroché un seul mot. Comment on est censé construire une romance là-dessus? Enfin, je comprends pas, vraiment, c'est beaucoup trop long pour moi, et je comprends pas. Pardon, on a été interrompu, je sais plus trop ce que je disais, mais je pense vous avoir dit tout ce que je voulais vous dire sur ce bouquin-là. Peut-être qu'à un autre moment ça serait passé, peut-être qu'à un autre moment je me serais pas posé autant de questions et j'aurais juste lu le bouquin. Mais là j'ai pas réussi, du coup je l'ai abandonné. Ensuite j'ai lu La guerre des clans, le tome 6 du cycle 1, une sombre prophétie de Erin Hunter, et donc c'est le dernier tome du cycle 1, après je passerai au cycle 2. J'aime beaucoup cette saga, vraiment. En fait, ce que j'aime, c'est que en 6 tomes, il se passe énormément de choses et il y a beaucoup de temps qui se passe. Et vraiment, on voit les personnages évoluer. Je trouve ça vraiment cool. En gros, ici, on suit des chats, des clans de chats sauvages qui vivent dans la forêt. Il y a 4 clans et au tout début du tome 1, donc on va rencontrer un petit chat, un chaton domestique qui rêve d'aller voir ce qui se passe dans la forêt et qui finit par aller voir ce qui se passe dans la forêt et par rencontrer ces chats sauvages et par intégrer le clan du tonnerre, il me semble, je ne sais plus, attendez. C'est ça, le clan du tonnerre. Donc il y a 4 clans, le clan du tonnerre, le clan de la rivière, le clan de l'ombre et le clan de... je ne sais plus. J'arrive jamais à retenir les 4 noms, c'est fou quand même. Hein. Le clan du vent. Voilà. Et donc lui il intègre le clan du tonnerre en tant que chaton et il va être élevé là-bas et en fait il y a toute une structure de la société. Donc quand t'es chaton, t'es chaton, ensuite tu deviens apprenti, ensuite tu deviens guerrier, ensuite soit tu deviens ancien parce que t'es trop âgé pour aller te battre et être un guerrier, soit avant ça tu peux devenir lieutenant de ton clan et puis ensuite si t'es lieutenant tu peux devenir chef de clan. On va suivre principalement ce petit chaton grandir au sein de ce clan et d'autres personnages, d'autres chats autour. Et donc quand on le rencontre, il s'appelle Nuage de Feu. Je dis quand on le rencontre parce qu'en fait à chaque étape de la vie du chat, il change de nom. Peut-être que Nuage de Feu c'est même son deuxième nom.
je sais plus, bref. En tout cas, à un moment donné, ça s'appelait Nuage de feu. Et là, moi, quand je le... Enfin, là, dans ce tome-là, il s'appelle plus du tout Nuage de feu. Il a changé de nom plusieurs fois. D'ailleurs, et vraiment, j'aime beaucoup. En fait, on va suivre la vie au sein du clan. Comment ça se passe, comment ça s'organise. Il y a aussi parfois des notions de romance, d'amitié qui se créent, d'amitié très forte. Et puis des gens, il y a des chats qui ont donc des chatons, des familles, etc. Et je trouve ça très cool. Et on suit aussi l'évolution de la chef de clan quand lui, il arrive. Donc il y a une chef de clan qui va l'aider, etc. Et puis la cohésion ou non avec les autres clans. Il y a aussi des traîtres, des chats qui sont pas gentils, etc. Vraiment, c'est un univers très complet, très cool. J'adore cette saga, je la trouve absolument géniale. Je sais pas trop quand est-ce que je commencerai le cycle 2, mais j'ai le tome 1 du cycle 2 dans ma palle. Et vraiment j'adore. C'est très bizarre parce que c'est de plus en plus difficile de vous parler de la saga et de la résumer vu le nombre de choses qui se passent et vu le temps qui s'est écoulé entre le tome 1 et le tome 6 du coup. Mais moi j'adore cette saga, alors même que dans la vie, je suis plutôt chien que chat. Et chat c'est pas vraiment mon truc dans la vie, vous voyez. Mais là vraiment j'adore, je trouve ça... En fait c'est très bien écrit, c'est très bien construit, c'est hyper bien maîtrisé par l'autrice. Et c'est juste trop cool à lire quoi. Et donc on va finir avec un troisième échec avec une autre autrice que j'aime beaucoup. Mais je dois bien avouer que mes dernières lectures de ses livres n'ont pas été ouf. C'est bizarre, je sais pas. Donc c'est Un abri de fortune de Agnès Leudig. J'ai abandonné ce bouquin. Pour le coup, j'ai pas dépassé la page 100 parce que je me suis arrêtée à la page 77. Parce qu'en fait, j'y ai pas trouvé ce que je voulais. C'est pas dramatique en soi parce que ça reste du Agnès Leudig que j'aime beaucoup. Agnès Leudig, Part avec lui, rien reste un de mes livres préférés de tous les temps que je conseille et que je conseillerais toujours à tout le monde, vraiment. Mais en fait, ce que j'y ai trouvé, bah, ça m'a mise mal à l'aise. J'ai pas compris et ça m'intéresse pas. En gros, d'après ce que j'avais compris, on était censé suivre 3 personnes à qui il est arrivé des choses pas très cool et qui sont envoyées dans une espèce de maison d'hôtes fait pour les nouveaux départs. C'est un couple, apparemment un couple dont l'autrice a raconté l'histoire dans un autre bouquin que j'ai pas lu. Donc peut-être que je le lise. Voilà, donc ils ont créé cette maison. Alors on est sur une vibe de écologie à fond, récup, etc. Vous voyez, j'avoue que c'est pas trop mon délire. L'écologie poussée à l'extrême, comme ça a tendance à me filer des boutons, vous voyez. Mais bon, c'est ça qu'ils ont créé. Et donc ils accueillent 2 femmes et un homme pour qu'ils aient un endroit, en fait un endroit où se poser, un endroit où prendre du temps pour aller mieux, pour prendre un nouveau départ, tout simplement. Et moi je me suis dit, bah, ça va être cool, on va suivre la rencontre de ces 3 personnages-là. Le prologue te laisse supposer que le vieux monsieur qui vit à côté a fait des trucs pas très cool dans sa maison. Ce qui rajoute un petit suspense, et franchement j'étais plutôt contente, tu vois. Mais il y a 2 choses qui m'ont dérangée dans ce bouquin. Premièrement, on ne connaît l'histoire d'aucun des personnages qu'on suit. Les 3 personnages qui vont intégrer cette maison, il leur est arrivé quelque chose. Tu sens qu'il y en a une qui a eu un accident et qui a des séquelles physiques, qui a du mal à s'en remettre. Tu sens que l'autre femme a fait quelque chose comme peut-être une dépression, peut-être un burn-out, quelque chose comme ça, et qu'elle a du mal à s'en remettre également. Et l'homme, a priori, je sais pas si je vous le dis ou si je vous le dis pas, mais l'homme, tu sais où il était avant. Et donc tu comprends qu'il a besoin d'un nouveau départ, mais t'as aucune justification, aucune raison pour aucun des 3. En fait, on sait pas quel type d'accident lui est arrivé, on sait pas pourquoi l'autre elle a fait un burn-out, on sait pas, ça se trouve c'est même pas un burn-out, j'en sais rien, tu vois. Et l'homme, tu sais où il était, mais tu sais pas pourquoi en fait. Donc en fait, j'ai aucune info sur les personnages. Moi j'arrive pas à suivre les personnages si je sais pas ce qui leur est arrivé en fait. Juste me dire ils vont pas bien, bah c'est pas suffisant. En fait, moi j'ai besoin de raisons, j'ai besoin d'explications, j'ai besoin d'éléments, et j'ai que dalle. Tu me demandes de suivre des personnages que je ne connais pas et que tu ne veux pas me présenter en fait. Donc ça me pose problème. Et la deuxième chose, c'est que en 77 pages, au moins 4-5 fois, on te parle de sexe, comme ça, mais de manière libre et gratuite, et ça n'apporte rien. Genre, pour vous donner, je crois que c'est la première fois que c'est apparu dans le bouquin, et oui, j'ai eu un mouvement de recul en mode, mais pourquoi on a ça? C'est quoi l'intérêt? Genre, les 2 femmes vont en taxi dans cette maison, et le chauffeur de taxi, donc qui n'a rien à voir avec l'histoire et qui n'est a priori pas du tout important pour l'histoire, on est d'accord, va te faire 2 pages, mais vraiment 2 pages de description, comme quoi il aime bien regarder les seins de ses clientes.
et que sa femme elle a eu un cancer du sein et donc du coup elle a plus qu'un seul sein et que du coup les femmes qui ont 2 seins devraient être contentes qu'on regarde leur sein, qu'un inconnu mette leur sein comme ça dans la voiture. Alors je suis pas d'accord avec ça, déjà je vois pas du tout ce que ça vient foutre là et qu'une femme écrive ça, moi ça me... je sais pas à quel moment on doit être contente parce qu'on mate nos seins, non mais on est où, enfin je sais pas, enfin, vraiment ça me fatigue en fait. Vraiment, j'ai pas compris. Et puis ça revient plusieurs fois, vraiment plusieurs fois comme ça, on te parle de sexe, notamment avec l'homme qui intègre la maison. Et puis ce qui m'a fait abandonner le bouquin, c'est en fait les deux femmes, il y en a une qui est... Les deux femmes, pardon, il y en a une qui doit avoir une vingtaine d'années et l'autre peut-être entre 40 et 50 ans. Et donc la plus âgée des deux là, se met pareil, à te parler de sexe. La phrase c'est elle a toujours aimé les hommes. Et puis ensuite voilà, elle te parle des hommes, de ce qu'elle aime faire, de ce qu'elle veut faire. Niveau sexe, je parle, vraiment. Alors, je lis des romances particulièrement érotiques, j'ai pas de problème avec ces scènes-là, mais là, vraiment, je comprends pas pourquoi on a ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on a des scènes de sexe détaillées et décrites vraiment dans les romances. Bah, là, je vois pas ce que ça vient foutre là, en fait. Vraiment, du coup, je me retrouve avec des personnages que je connais pas et qu'on me demande de suivre sans me les présenter, sans me dire ce qui leur est arrivé, ce qui se passe, pourquoi ils sont là. Moi, j'ai 1000 questions et on me donne rien. Et ce qu'on me donne, c'est parler de leur vie sexuelle. Bah, pourquoi, en fait? Enfin, vraiment, j'ai pas compris. Du coup, ça m'a saoulée. C'est dommage parce que j'adore Agnès Lüdig, mais là, vraiment, ça l'a pas fait. Donc, je suis dégoûtée, mais c'est la vie. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, je sais pas combien de temps elle dure pour vous, mais j'espère qu'au montage j'aurai réussi à faire un truc à peu près cohérent. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.